Une femme nommée Lucia prit le dieu sombre de la forêt, sa supplique planant au-dessus d'une paire d'yeux verts perçants, félins. Vélin. Une personne aux cheveux blancs s'effondre, toussant du sang, et demande à un mystérieux chat noir s'il est un messager des ténèbres venu dévorer son âme. Rejoint la mort. La personne aux cheveux blancs invite faiblement le chat noir lumineux à prendre son âme. Une voix hurle vengeance, alors qu'un message déclare que le dieu des ténèbres exaucera le vœu, engloutissant la personne aux cheveux blancs dans une lumière aveuglante. Ils se redressent soudainement dans un champ de fleurs, serrant leurs bras sous le choc et la confusion. En regardant une surface réfléchissante, la personne est stupéfaite de réaliser qu'elle est devenue humaine. Une narration révèle qu'elle était une assassin nommée 0744, menant une vie sans émotion avant d'être piégée dans un monde de jeu. L'assassin cicatrisé est assise, bandée sur son lit après une autre mission accomplie. Sa seule échappatoire à sa dure réalité était le jeu de fantaisie, Sainte Ophélia. Après 5 nuits blanches passées à terminer le jeu, elle fut soudainement aspirée à l'intérieur, réincarnée non pas en humaine, mais en chat noir. Après 5 ans en tant que chat, elle est enfin redevenue humaine, mais se retrouve dans le corps d'une belle jeune fille, qu'elle ne reconnaît pas du tout. Une notification système annonce qu'en héritant des souvenirs du personnage, le temps reculera d'1 mois. Elle se souvient que ce corps appartient à Lucia, un personnage secondaire qui meurt prématurément après avoir été mise de côté pour l'héroïne de retour, Ophélia. Comprenant que Lucia n'était qu'un sacrifice pour l'histoire de l'héroïne, une invite système lui demande si elle souhaite récupérer son statut. Dans un souvenir douloureux, Lucia plaide son innocence auprès de sa mère, qui lui dit froidement que son fiancé n'a jamais été le sien pour commencer. Le destin tragique de Lucia fut scellé lorsque son fiancé, Arnold, tomba amoureux de l'héroïne Ophélia, la laissant sans rien. Une servante nommée Mina donne une lettre à Lucia, offrant une dernière lueur d'espoir en la dirigeant vers un oncle pour obtenir de l'aide. Mais l'adresse était un piège, la menant à une tanière de trafiquants d'êtres humains, où des hommes masqués se moquent de sa folie. Une unique larme coule, tandis que Lucia murmure un dernier non horrifié. Pendant ce temps, la servante Mina console Ophélia, lui conseillant de ne pas laisser Lucia peser sur son cœur et de se concentrer sur la gloire de la famille. Avec un sourire confiant, Ophélia accepte, jurant de faire de son mieux pour la famille. L'esprit de l'assassin réalise que Lucia a été sacrifiée pour le bien de l'héroïne et embrasse son âme affligée. L'esprit de Lucia fait une dernière requête. S'il y a une autre chance, s'il vous plaît, sauvez-la. Un compte à rebours commence alors que l'âme de l'assassin jure de recommencer avec Lucia, cherchant le destin ou la rédemption. Elle se réveille en haletant, horrifiée de découvrir qu'elle est revenue au jour de sa mort au 9, rue de l'Ouest. Un homme aux cheveux roux la domine, offrant de s'occuper d'elle seule, loin des autres. Avec un sourire narquois et défiant, elle lève les yeux et le défie, remettant en question la capacité d'une ordure comme lui à lui faire du mal. D'un mouvement rapide, elle saisit une dague à sa ceinture et le poignarde à l'estomac. Assise sur l'homme ensanglanté avec un sourire victorieux, elle demande froidement s'il est satisfait. Portant désormais un bandeau, elle est escortée par des gardes qui tentent frénétiquement d'empêcher son évasion d'une pièce verrouillée. Réalisant que son nouveau corps est trop faible pour une évasion directe, elle décide de trouver un allié malheureux. Déguisée en serveuse, elle approche un homme aux cheveux foncés assis seul dans une pièce somptueuse. Quand il s'interroge sur sa présence, elle s'assoit avec assurance sur ses genoux, insistant sur le fait que c'est lui qui l'a appelée. Au moment où elle fait son geste, des gardes font irruption dans la pièce, criant qu'il s'agit d'une enquête d'urgence. L'homme aux cheveux foncés la protège froidement des gardes, les défiant de trouver quoi que ce soit d'anormal tandis qu'il balbutie sous le choc. Après qu'il ait renvoyé les gardes terrifiés, Lucia sourit, confiante d'avoir choisi la bonne personne pour l'aider. Mais sa victoire est de courte durée, car il la plaque soudainement contre le mur, un éclat de verre tenu à sa gorge. Il la retient captive, exigeant de savoir ce qu'elle voulait dire par ses actions. Elle invente une histoire d'être vendue à des nobles, et propose une récompense, mais il se moque, indifférent à l'argent. Changeant de tactique, elle offre ses services d'assassin, quoi il réplique que s'il avait eu un couteau, elle serait déjà morte. La scène se passe à l'extérieur d'un grand manoir ensoleillé. Amenée au manoir, elle remercie l'homme mystérieux de l'avoir raccompagnée chez elle. Tandis qu'il est assis en train de lire, elle observe son reflet, et jure silencieusement de lui rendre l'appareil un jour. Il lève les yeux de son livre avec un sourire complice, suggérant qu'il préférerait un remboursement avec un service spécial. Voyant son carrosse partir, elle s'interroge sur sa véritable identité, sachant qu'il est un homme à craindre. Elle tombe sur la servante Mina, qui lâche un panier de pommes sous le choc de la voir vivante. Lucia sourit,
demandant à Mina si elle est surprise qu'elle soit rentrée saine et sauve, et exige une réponse. Il est révélé que Mina a tourmenté Lucia depuis l'enfance, masquant sa cruauté sous une gentillesse feinte. Dans un flashback, Mina tire les cheveux de Lucia tout en la réprimandant pour avoir éclipsé Ophélia, ignorant les supplications en larmes de Lucia. Mina avait convaincu la jeune Lucia de ne pas faire tant d'efforts, la poussant à s'effacer délibérément pour plaire aux autres. Lucia se débat contre ses liens, bâillonnée et attachée à un lit. Le souvenir révèle que Mina l'a vendue à un homme encapuchonné pour une poignée de pièces, déclarant simplement qu'Ophélia est l'héritière légitime. De retour au présent, Lucia confronte froidement la Mina tremblante, lui demandant pourquoi son acte habituellement gentil a tourné au vinaigre aujourd'hui. D'un mouvement rapide, Lucia gifle violemment Mina au visage, l'impact résonnant dans la pièce. Mina hurle, puis avertit en larmes Lucia que la violence contre les domestiques est interdite et qu'elle sera signalée. D'un geste brutal, Lucia attrape une poigne des cheveux de Mina. Dominant la servante tombe à terre, Lucia déclare qu'en tant que personne des bidonvilles, elle n'est pas liée par les règles de la famille Murphy. Elle se souvient de son propre credo, « Il pour il quiconque lui fait du mal sera tu ». Au moment où elle traîne Mina par les cheveux, l'héroïne aux cheveux roses Ophélia apparaît, s'arrêtant net. Ophélia, identifiée comme la sainte, rappelle sévèrement Lucia que la violence envers les domestiques est interdite dans leur famille. Lucia ricane, déclarant que puisqu'elle coupe les ponts avec la famille, leurs règles ne s'appliquent plus à elle. Elle jette la terrifiée Mina aux pieds d'Ophélia, tandis que la servante hurle à l'aide. Mina dit frénétiquement à Ophélia qu'elle a découvert le plan de Lucia pour la tuer, mais Ophélia rejette cela comme impossible. Tenant une plume blanche avec une intention meurtrière, Lucia avertit cryptiquement Ophélia que des gens vont mourir. Ophélia est secouée, réalisant que Lucia a changé et la considère maintenant comme une ennemie. Lucia brandit la plume et demande si Ophélia se sent intimidée. La confrontation est interrompue par l'arrivée du comte Corwin Murphy, chaleureusement accueilli par Ophélia. Mina s'accroche immédiatement au comte, accusant Lucia d'avoir tenté de la tuer et d'avoir menacé Ophélia. Lucia reconnaît le comte du jeu comme un homme perturbateur obsédé par Ophélia. Le comte en rage ordonne que Lucia soit chasse, mais quand Mina ajoute que Lucia tait dans un mauvais quartier, il la fait taire nerveusement. Rayonnant une aura intimidante, Lucia fait taire les gardes qui approchent d'un seul ordre. Silence. Point. Son prêtre dit que s'il peut faire taire la bonne, il ne peut pas faire taire West Street, et bannit la campagne. Il lui demande si elle est contrariée par l'honneur de la famille, mais elle rétorque qu'elle s'inquiète que son nom soit terni. Elle déclare qu'elle s'occupera elle-même des rumeurs de West Street, ce que son père rejette furieusement comme ridicule. Lucia demande sèchement à son père à qui il a fait confiance tout ce temps, le laissant sans voix. Réalisant que l'histoire a changé, elle s'interroge sur l'identité de l'homme que même le comte semble craindre. Son professeur révèle qu'il a rencontré un duc, confirmant le statut élevé de l'homme, mais Lucia l'interrompt impatiemment. Le comte, désespéré, se demandant si sa négligence a rendu sa fille autrefois obéissante si froide. Le mystérieux duc dit à ses hommes qu'il a vendu un sosie de Lucia pour brouiller les pistes. Le duc avertit son subordonné que son maintien en ville dépend entièrement de son silence, ce à quoi l'homme acquiesce volontiers. Seule la campagne, Lucia tousse du sang, réalisant que son nouveau corps est plus faible que prévu et qu'elle doit trouver des herbes médicinales. Traversant un marché, elle se souvient avec nostalgie à quel point elle aimait trouver du butin dans le jeu. Elle demande à un marchand le prix des campanules et il exige brusquement 300 pièces de cuivre. Tandis que d'autres hommes se moquent du marchand pour avoir vendu des herbes, il arrache les pièces de Lucia et lui dit de ne pas perturber son commerce. Un homme aux cheveux roux intervient, proposant d'acheter les herbes Lucia pour 500 pièces d'or. Shear Miller, un pharmacien expérimenté, et augmente son offre à 600 pièces d'or. Lucia demande froidement s'il sait seulement quel type d'herbe il achète. Après que Shear ait confirmé son identité, un marchand stupéfait regarde Lucia accepter les 600 pièces d'or. Le marchand enragé se jette sur elle, hurlant qu'elle lui rende les herbes qu'il prétend être les siennes. Lucia l'esquive sans effort, son agilité impressionnante Shear alors qu'elle accepte froidement la nature impitoyable du marché. Une femme frantique se précipite vers Shear, rapportant que le médicament qu'il a fourni pour une enfant malade nommée Lilith ne fonctionne pas. Un flashback montre Shear avec le bébé malade, Lilith, se demandant pourquoi son traitement échoue. Lucia s'avance, présentant une mystérieuse potion bleue lumineuse. Elle diagnostique chez le bébé une rare maladie sanguine congénitale,
que la médecine normale ne peut guérir, bien que la mère soit méfiante. De savoir comment une étrangère pourrait connaître l'état de sa fille. Sans attendre, une dose du médicament bleu lumineux est administrée au bébé souffrant. La santé du bébé s'améliore immédiatement, et un Shir reconnaissant donne sa carte à Lucia pour toute aide future. Alors qu'elle s'en va, Shir la regarde partir, s'émerveillant devant la mystérieuse jeune femme. La scan s'estompe sur la silhouette d'un chat noir, un rappel poignant de son ancienne vie. Tenant la petite fille, l'homme mystérieux lui demande si un chat l'a aidé, et elle confirme que c'était un chat noir très mignon. Dans le présent, l'homme, encadré de roses blanches, regarde une carte et pense à son nom, Lucia. La scène se déplace vers une femme aux cheveux blancs vêtue d'une cape sombre qui entre dans une boutique animée, qu'elle reconnaît comme le meilleur magasin de médicaments du jeu. D'autres clients chuchotent à son sujet, demandant avec mépris si elle est là pour déranger à nouveau le prince héritier, tandis qu'elle se remémore son passé avec lui. Un souvenir révèle le prince héritier Arnold Grimm, un homme connu pour être une ordure, l'embrassant et lui jurant son amour, elle, Lucia, plutôt qu'Ophélia. Elle le repousse doucement, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas voler le fiancé d'Ophélia ni causer de problème. Le prince héritier, Arnold Grimm, est officiellement présenté alors qu'il jure de la protéger des ombres. Elle se souvient lui avoir demandé s'il la sauverait si elle était en danger, ce à quoi il a promis qu'il le ferait, bien qu'un sourire sinistre laisse deviner sa vraie nature. De retour au présent, Lucia, aux cheveux blancs, bouillonne de colère d'avoir été trompée par lui, juste au moment où une commerçante s'approche pour lui demander ce dont elle a besoin. De médicaments, mais la commerçante l'informe froidement que le prince ne la verra plus, car elle n'est plus la sainte. La commerçante et d'autres personnes l'entourent, lui lançant des insultes et la traitant de fausse sainte et d'adoptée de Baran, avant de lui dire de partir. Humiliée mais défiante, elle tient bon, déclarant qu'ils devront d'abord s'excuser auprès d'elle. Elle affiche sa liste de courses, 20 herbes de rajeunissement et 6 tournesols. La commerçante est choquée de voir que la recette est pour la sainte médecine bleue de la Renaissance, et réalise que les lettres que Lucia possède proviennent du prince Arnold. Lucia révèle que le prince a simulé sa maladie pour obtenir des médicaments d'elle, et présente une lettre avec un sceau royal pour forcer une enquête. Panique par le sceau royal, la commerçante appelle les gardes pour faire jeter Lucia dehors, déterminée à maintenir son mensonge. Tant, le prince héritier Arnold arrive, demandant Lucia si elle est blessée tandis qu'elle note intérieurement son timing parfait. Le prince passe devant Lucia, fixant la commerçante stupéfaite et l'informant froidement qu'elle est renvoyée. Tandis que la femme implore une seconde chance, il ordonne qu'elle soit jetée dehors et réduite au silence, son ordre soutenu par une aura menaçante. Se retournant vers Lucia avec un sourire charmant, il propose d'acheter sa médecine sacrée au prix du marché, avec des taux d'intérêt favorables. Il adoucit l'affaire, lui offrant un accès gratuit tout le magasin, laissant les spectateurs se demander si elle est un génie. Il jure de la protéger du manque de respect, mais mentionne ensuite son prochain mariage avec Ophélia, révélant à Lucia qu'il l'a trompée depuis le début. Reconnaissant son talent pour la manipulation issue du jeu, elle lui demande calmement de lui livrer les ingrédients chez elle cet après-midi. Tandis qu'il lui tend les articles, il l'arrête, lui demandant si elle a besoin d'autre chose. Il lui demande de se rencontrer à leur endroit habituel le lendemain, s'excusant pour plus tôt, et feignant de s'inquiéter de l'avoir contrarié. Se moquant intérieurement de son numéro, elle sourit gentiment et refuse, déclarant qu'il est inconvenant de rencontrer seul le fiancé de sa sœur. Elle se retourne et descend les escaliers, laissant le prince tendre la main vers elle en l'appelant par son nom. Tirant sa capuche sur sa tête, elle disparaît dans la lumière du soir. Le prince examine une lettre qu'elle lui a donnée, un sourire narquois sur le visage, alors qu'il note que sa personnalité change rend les choses plus intéressantes. L'histoire revient à Lucia, portant un bandeau sur l'œil, qui surprend une femme de chambre fouillant dans sa chambre, et lui demande froidement qui lui a donné la permission. La femme de chambre terrifiée demande si elle est la prochaine à être tuée. Mais la menace de Lucia est interrompue par la comtesse Mary Murphy, qui lui ordonne de s'arrêter. Lucia se souvient comment sa mère adoptive, Marie, l'a toujours traitée comme une ennemie, se remémorant un souvenir d'avoir été cruellement punie. Elle se souvient avoir travaillé sans relâche pour obtenir son approbation, seulement pour que sa mère, comblée d'affection, la vraie fille, Ophélia, après son retour. Le souvenir est douloureux, lorsque Marie la traite de contrefaçon pour avoir visé la perfection, une étiquette qui la hante depuis. Les souvenirs douloureux persistent alors que Marie pointe un doigt en colère, criant que Lucia n'a pas sa place ici et doit partir. De retour au présent, Marie l'accuse d'avoir essayé de séduire le fiancé d'Ophélia, mais Lucia sait qu'elle n'est plus la fille faible qui reculerait. Lucia présente calmement une lettre de médecin,
révélant qu'elle a été systématiquement empoisonnée au cours des 10 dernières années. Prédatrice. Elle menace de rendre publique la longue histoire de maltraitance de la comtesse envers sa fille adoptive. Enragée d'être menacée, la comtesse exige de savoir où est passé le respect de Lucia pour ses aînés. Marie rejette les accusations comme étant sans fondement et ordonne furieusement aux gardes de jeter Lucia dans le donjon du manoir. La confrontation est soudainement interrompue lorsqu'une servante fait irruption, annonçant l'arrivée du duc. La comtesse est stupéfaite d'apprendre que Lord Chias est là, et la servante clarifie qu'il est venu spécifiquement pour voir Lady Lucia. Les yeux rouges flamboyants, la présence de Lord Chias est palpable, le laissant, ainsi que Lucia, également surpris par son arrivée inattendue. Comtesse salue nerveusement Lord Chias, lui demandant si Lucia a fait quelque chose pour l'offenser. Des servantes de proximité chuchotent que Lord Chias est un homme sans cœur, et que Lucia est sûrement perdue cette fois. La comtesse sourit, croyant que Lucia est sur le point d'être jetée au donjon et enfin retirée de la famille pour de bon. Lord Chias déclare son intention d'utiliser tout le pouvoir judiciaire pour prouver l'innocence de Lucia, faisant paniquer la comtesse à l'idée d'un scandale public. Avoir faussement accusé la personne même qui a sauvé son enfant. La comtesse s'effondre, implorant le pardon tout en essayant de s'excuser. Mais Lord Chias la coupe court avec un ordre unique et froid. « Agenouille-toi !» Vêtue d'une élégante robe verte, Lucia salue formellement Lord Chias. Lucia demande d'un ton moqueur à sa mère agenouillée pourquoi elle est par terre, se vantant que ses compétences médicales ont été reconnues, ce à quoi la comtesse acquiesce faiblement. La comtesse tente désespérément de discréditer Lucia, disant Lord Chias qu'elle n'a pas fréquenté l'école depuis longtemps. Sugrant Ophélia comme meilleure assistante, la comtesse est interrompue par le comte qui exige des réponses, tandis que Lucia annonce froidement qu'elle part pour le domaine du duc. Avec un dernier coup de grâce, Lucia demande à ses parents adoptifs d'enquêter sur la personne qui l'a empoisonnée, les laissant stupéfaits par l'accusation. Alors que sa chaussure à talons sort d'un carrosse, elle se demande si c'est bien le manoir. Lucia se tient devant un beau carrosse, contemplant au loin le magnifique domaine. Debout aux côtés de Lord Chias, elle s'émerveille devant la grandeur du domaine du duc, se demandant si c'est réel. La petite Lilith rampe vers elle avec un sourire radieux, souhaitant joyeusement la bienvenue Kitty. Une présentation formelle révèle le puissant lignage et la position de Lord Chias Howard, tandis que Lucia médite en privé sur sa réputation asociale du jeu. En regardant le domaine, Lucia réalise qu'elle se trouve dans une zone qu'elle n'avait jamais vue auparavant dans le jeu. Assise dans une pièce ornée, une Lucia pensive semble légèrement mal à l'aise dans son nouvel environnement. Une vaste table à manger avec 2 hommes. Lucia pense qu'un manoir si grand qu'il pourrait être comparé à un dôme existe réellement. La petite fille Lilith offre gentiment Lucia un morceau de son gâteau préféré, lui demandant si elle en voudrait. Un jeune garçon en colère aux cheveux sombres confronte Lilith, exigeant de savoir pourquoi elle donne son gâteau. L'homme roux identifie le garçon comme Lord Arthur, qui a guéri Lilith, tandis que Lord Chias se moque, rejetant en privé Lucia, mais admettant qu'elle ressemble à un chat. Dans la chambre de Lilith, Lucia veille sur l'enfant endormi avec un soupir de soulagement. Un léger tapotement se fait entendre alors que Lucia décide qu'il est temps pour elle aussi de dormir, et quitte la pièce. Perdue dans un couloir tentaculaire et labyrinthique, Lucia, portant une lanterne, se demande où est sa chambre. Croyant avoir trouvé sa chambre sombre, elle entre pour ne trouver qu'un Lord Chias torse nu au lit, panique en réalisant son erreur. Elle le regarde, captive par son beau visage, mais intriguée par son corps cicatrisé, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et croise son regard. D'une prise soudaine, Lord Chias la tire sur le lit, exigeant de savoir qui l'a envoyée. Il la retient fermement, sa prise puissante et son torse cicatrice remplissant le cadre. Retenue de près, une Lucia trouble tente d'expliquer qu'elle s'est simplement perdue dans l'immense maison. Non convaincue, Lord Chias rejette son histoire comme une faible excuse, et lui demande sèchement si elle est venue pour le séduire. Il la tire encore plus près, murmurant que la séduction implique des actions comme celle-ci en lui touchant la gorge. La relâchant, il lui offre la chambre pour la nuit, déclarant qu'il dormira dans le bureau et qu'il aura des vêtements préparés pour elle le matin. En s'éloignant, il la prévient de ne pas se jouer des gens aussi facilement, laissant Lucia surprise par son innocence inattendue. Les servantes bavardent avec incrédulité, faisant remarquer que le duc, qui ne passe jamais plus de 15 minutes avec une femme, a passé toute la nuit avec Lady Lucia. Demande ce qui s'est passé. Lucia pointe avec coquetterie une marque sur sa peau, amenant les servantes choquées à imaginer le pire. Folle de joie, les servantes embrassent Lucia, célébrant que quelqu'un est enfin apparu qui peut gérer le tempérament difficile du duc Chias.
Une Lucia déterminée, désormais vêtue d'une robe rouge éclatante, se hâte à travers le manoir pour parler à Lord Chias. Elle avance d'un pas déterminé, bien décidée à faire comprendre qu'elle n'a aucune intention de devenir la prétendue seconde épouse. Trouvant le bureau vide, elle se demande où il pourrait être avant que ses yeux ne se posent sur un portrait au mur. Elle examine un portrait de famille, notant les couleurs familières de cheveux et d'yeux et se demandant s'ils sont les parents de Lilith et Arthur, et quel est le lien de Lord Chias. Les sujets du portrait comme la famille Ace, elle identifie les enfants comme Lilith Ace et Arthur Ace. Une enfance tragique. En balle, son malheur a commencé avec l'assassinat de son père adoptif, quand elle sent une intention meurtrière soudaine et exige d'être libre. Arthur tient un livre contre sa gorge comme une lame, lui demandant froidement si elle essaie sérieusement de le tuer. Il la presse de dire qu'il a envoyé, rejetant sa prétention d'être perdu, en la prévenant de ce qui est arrivé à la dernière personne ayant utilisé cette excuse. Réalisant que c'est la deuxième fois qu'elle est attaquée après avoir été entendue, elle se prépare à l'impact alors qu'il se jette, mais un autre bras l'intercepte. Lord Chias attrape sans effort le poignet d'Arthur, arrêtant l'attaque avec un regard calme et posé. Maintenant désarmé, Arthur regarde d'un air vide Lord Chias tenir le livre, pensant en lui-même, il pourrait. Lord Chias observe l'étrange femme devant lui, puis se tourne vers Arthur et exige une explication pour ses actions. Assis en face de Lucia, Lord Chias commence à expliquer que la situation de Lilith et Arthur est unique. Se penchant en avant avec un léger sourire, Lucia demande simplement le résultat de leur discussion. L'arrière-plan de l'histoire révèle l'implication d'une sombre organisation d'assassins, alors que Lord Chias demande Lucia si elle connaît l'œil de la vérité. De la vrite est un don rare permettant de voir l'avenir. Un pouvoir que Lilith et Arthur ont ri, les reliant à des personnages ennemis. Leur histoire tragique est mise à nu. Constamment ciblés par la nuit au clair de lune rose, leurs parents sont morts en les protégeant, et après l'assassinat de leur père adoptif, ils ont disparu. Arthur est réapparu plus tard comme un assassin mortel, amenant Lucia à réaliser que Lord Chias est mort trop tôt pour être dans le jeu, juste au moment où il la gronde, pour ne pas écouter. Lord Chias explique que, pour protéger les enfants, tous ceux qui les approchent doivent être testés, demandant Lucia si elle comprend. Lucia semble pensive, son esprit s'emballe, alors qu'elle considère les implications de sa déclaration. Elle remet en question sa logique, soulignant qu'en tant que leur tuteur, Sir Chias serait sûrement la première cible pour la nuit de la lune rose. Ignorant son iniquité, Lord Chias dit qu'il a des affaires à régler et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ce qui fait réaliser Lucia qu'il ne l'écoute pas. En partant, il lui demande de préparer un cadeau d'anniversaire pour Arthur, dont le 11e anniversaire est dans un mois, et Lucia est horrifiée de réaliser que son protecteur mourra si tôt. À l'académie, Lucia contemple le prochain anniversaire d'Arthur, déduisant qu'un assassin de la nuit de la lune rose ciblera probablement Lord Chias là-bas. Deux étudiants chuchotent sur le retour de Lucia, la qualifiant de simple charlatane qui a tenté de voler le fiancé d'Ophélia, bien que l'une exhorte l'autre à se taire. L'Ophélia aux cheveux roses défend Lucia, insistant sur le fait qu'elle est une bonne personne, tandis que son amie pense qu'Ophélia est trop gentille et que Lucia a besoin d'une leçon. Ophélia interpelle Lucia, qui se retourne avec une expression froide et demande ce qu'elle veut. Inquiétude, Ophélia rappelle Lucia ses examens, et lui suggère de rentrer chez elle, malade, pour éviter d'être expulsée, ce à quoi Lucia offre un remerciement laconique. Lucia la repousse, déclarant qu'Ophélia ne décide pas de ses résultats d'examen, et la congédie avant qu'elle ne puisse protester davantage. La meilleure amie d'Ophélia, Tina, confronte Lucia avec colère à cause de son attitude, déclarant qu'Ophélia essayait seulement d'aider. Tina essaye de l'attraper, mais Lucia passe sans un second regard. Ophélia s'excuse du comportement de Lucia, le blâmant sur une dispute avec sa mère, Marie, ce qui ne fait qu'approfondir le dédain de Tina. Lucia arrive au bâtiment de l'école seulement pour trouver la porte fermée, se demandant pourquoi. Tina s'approche furtivement derrière elle, portant un seau d'eau avec un sourire malicieux. Tandis que Lucia se tient devant la porte, Tina murmure un menaçant. Oui, bien sûr. Soudain, Tina pousse une autre fille devant Lucia et la trempe avec le seau d'eau, criant « Entre la première !» Lucia demande froidement ce que Tina fait, tandis que la fille trempée au sol demande avec colère de quoi parle Lucia. La fille trempe réalise furieusement que Lucia a vu clair dans son plan. Mademoiselle Anne attrape Lucia par derrière, l'accusant de causer des problèmes et d'essayer de sécher son examen. Mademoiselle Anne tient les deux filles, menaçant Lucia d'expulsion si elle la défie. Ophélia intervient, suppliant l'enseignante et affirmant que leur père serait dévasté si Lucia était expulsée. Que de l'absence de 6 mois de Lucia, et lui dit de rester loin d'Ophélia, mais elle refuse froidement.
Balayant leurs inquiétudes, Lucia déclare avec confiance qu'elle terminera l'examen en 10 minutes et partira. La fille trempe confronte maintenant une fille recroquevillée, la blâmant pour leur humiliation et exigeant qu'elle prenne la responsabilité de l'incident du saut. Un flashback révèle la fille trempée harcelant l'autre, tenant une fiole et décrivant comment elle provoquerait des éruptions cutanées et une perte de cheveux. La brute menace la fille, disant que la découverte de la fiole par les professeurs la ferait expulser, avant d'essayer de la forcer à la boire à la place. 3 jours plus tard, un professeur soupire de frustration, se plaignant de ne toujours pas pouvoir joindre la professeure Nina. Le professeur Andrew s'inquiète que quelque chose lui soit arrivé, craignant qu'elle ne soit trop absorbée par ses études de médecine. Une femme fait irruption en annonçant qu'un étudiant de la Sainte Académie a utilisé de la médecine ancienne lors de l'examen final et un professeur Andrew stupéfait exige de voir de qui il s'agissait. Quelle sera la première? Mais Ophélia se souvient que Lucia a déjà remporté la première place. Les autres étudiants bavardent bruyamment, rejetant Lucia comme une imitation des bidonvilles, qui a dû rendre une feuille blanche. Une mademoiselle Anne furieuse fait irruption et ordonne à Lucia de se rendre à la salle des professeurs pour s'expliquer. Observe Tina prédisant avec suffisance que Lucia sera expulsée, tandis qu'Ophélia feint la tristesse face à la potentielle déception de leur père. Lucia demande calmement mademoiselle Anne ce qui ne va pas, tandis qu'Ophélia lui conseille de s'excuser, mais mademoiselle Anne est convaincue que sa copie est blanche. Dans une révélation choquante, mademoiselle Anne se souvient de son incrédulité totale en découvrant que Lucia avait répondu correctement à chaque question, stupéfiant Ophélia. Mademoiselle Anne accuse Lucia de tricherie, mais Lucia explique calmement qu'elle a inventé une nouvelle formule avec de la médecine ancienne, qu'elle seule sait comment mélanger. Mademoiselle Anne note que personne n'a jamais répondu à cette question, mais Lucia suggère froidement une démonstration pratique. Alors que Lucia déclare que seuls les anciens connaissent la médecine ancienne, mademoiselle Anne se moque, la déclarant une fraude qui devrait être expulsée. Le professeur Andrew entre dans la pièce, demandant quelle étudiante est Lucia, à la grande surprise de mademoiselle Anne. Informe le professeur que l'inconduite de Lucia entraînera son expulsion aujourd'hui, pensant que cela scellera son destin. Le professeur Andrew passe devant l'enseignante et s'approche de Lucia, confirmant qu'elle a utilisé de la médecine ancienne pour résoudre le problème, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Ophélia se précipite, suppliant en larmes le professeur Andrew de pardonner Lucia. Le professeur Andrew quitte Ophélia et ordonne Lucia d'exécuter le mélange dans son laboratoire, la laissant surprise par l'ordre soudain. Un clair brillant confirme le résultat. Sa réponse était parfaite. Mademoiselle Anne et Ophélia sont stupefaites et silencieuses en réalisant que la solution de Lucia était correcte. Mordant sa lèvre avec une fureur silencieuse, Ophélia fulmine devant le triomphe inattendu de Lucia. Dans le laboratoire, Lucia démontre sa méthode, expliquant qu'elle a résolu le problème en mélangeant 2 médicaments spécifiques. Le professeur Andrew observe attentivement Lucia travailler, admettant qu'il a essayé la même concoction, mais sans succès. Avec ses compétences de pharmacienne de niveau 99 actives, Lucia se concentre sur le ratio précis des ingrédients de l'antidote. Le professeur Andrew est mu aux larmes, n'arrivant pas à croire qu'un antidote ancestral est créé dans son laboratoire, tandis que Lucia insiste que ce n'est pas grand-chose. Le professeur la regarde intensément, déclarant que si elle connaît cette méthode, elle doit aussi connaître la grande professeure Nina. Il la saisit d'urgence, exigeant de savoir où se trouve la professeure Nina, laissant une Lucia confuse répéter le nom. Le professeur Andrew explique le génie de Nina, soulignant ses innombrables contributions de concoctions médicinales anciennes à la communauté médicale. Le nom Nina ravive la mémoire de Lucia, et elle a soudainement une révélation choquante. Dans un flashback, elle se souvient de sa vie de chatte, comment elle s'est ennuyée, et a commencé à étudier un vieux livre de médecine qu'elle avait trouvé. Réalisant que c'était elle qui avait soumis la recherche sous le nom de Nina, Lucia rougit, incertaine de comment expliquer où se trouve la grande professeure. Qualifiant Nina de fille unique en son genre, le professeur Andrew tient la potion terminée et déclare avec confiance qu'il est sûr qu'elle va bien. Il tire ensuite une conclusion hâtive, proclamant bruyamment que Lucia doit être l'apprentie de la grande professeure Nina, ce qui la stupéfie. Convaincu que Nina est partie pour une bonne raison, le professeur décide de prendre Lucia sous son aile et lui ordonne de le suivre. Ailleurs, Tina doute des capacités de Lucia, mais Ophélia souligne que le professeur a confirmé que sa réponse était correcte. Ophélia explique la difficulté des concoctions anciennes faites à la main, se demandant si Lucia possède vraiment une compétence aussi rare. D'accord, Tina rejette cette possibilité, et Ophélia conclut que Lucia ne pourra pas prouver que sa recette est réelle. Les yeux plissés de détermination,
Ophélia déclare que le succès de Lucia ne peut être qu'un subterfuge. Mademoiselle Anne trouve un professeur Andrew furieux et craint de l'avoir tellement contrarié qu'elle perdra son poste à l'académie. Tina sourit narquoisement tandis qu'Ophélia feint l'inquiétude, remarquant que son père est de nouveau contrarié. L'île d'Ophélia tressaille de fureur alors qu'elle entend l'annonce tonitruante du professeur. Lucia sera sa nouvelle assistante avec un accès complet. Alors que Tina et Mademoiselle Anne réagissent sous le choc, la professeure insiste sur le fait que la formule de Lucia est fausse, mais le professeur rétorque avec colère qu'elle l'a prouvé sous ses yeux. Vaincue, Mademoiselle Anne regarde une Lucia triomphante demander les clés du laboratoire et rappeler la professeure de signaler ses excellentes notes. Mademoiselle Anne lance un regard noir, jurant d'exposer les combines de Lucia. Mais Lucia accueille froidement le défi. En quittant le bureau, Lucia aperçoit une fille timide, encapuchonnée et lunettes, qui l'observe depuis le couloir. La fille encapuchonnée essaie d'approcher Lucia pour lui poser une question, mais perd son courage sous le regard agacé de Tina. Nue, la fille s'excuse et dit que ce n'est rien, faisant volte-face pour partir tandis que Lucia la regarde, surprise. Lucia l'appelle pour qu'elle attende, mais la fille trébuche et tombe en avant avec un gémissement. Que la fille était sur le sol, Lucia a un éclair de lucidité, réalisant qu'elle sait exactement de qui il s'agit. Ses yeux s'écarquillent alors qu'elle identifie la fille maladroite comme un personnage majeur du jeu Ada, la maître des machines. Après qu'Ada se soit écorché le visage, Lucia applique doucement une pommade, lui disant de se détendre. Fixant son reflet dans un miroir de poche, Ada est étonnée de voir que son visage est déjà guéri, se demandant si elle est encore malade, à cause de la désintoxication. Ada s'émerveille des compétences de Lucia, admettant que malgré la lecture d'innombrables livres médicaux, elle n'a pas pu se guérir. Lucia explique calmement qu'un antidote universel existe dans le domaine de la médecine ancienne. Ada la saisit avec excitation, lui demandant comment elle a concocté l'antidote si vite et quel genre de machine elle a utilisé, ce qui perturbe Lucia. Révélant un dispositif d'ordre complexe, Ada explique qu'elle l'a construit pour mesurer les quantités exactes d'une potion sacrée, cimentant ainsi son identité de célèbre maître mécanicien de la ville. Lucia réfléchit qu'Ada aurait pu atteindre la grandeur si elle n'avait pas été expulsée pour intimidation. Le professeur Andrew entre, surpris de les trouver encore là, et annonce qu'il a une question pour elle. Saisissant l'occasion, Lucia présente Ada comme sa brillante amie, la recommandant comme assistante du professeur en raison de son talent avec les machines. Ada reste stupéfaite et déconcertée. Lucia espère qu'avec le mentorat du professeur, la vie de son amie changera pour le mieux. Sa mission accomplie, Lucia se glisse discrètement hors du laboratoire. Surprise, elle est accueillie dans le couloir par deux domestiques qui la guident poliment. Lilith souhaite la bienvenue à Chat et dit qu'il est temps de se changer, incitant Lucia à demander ce qu'elle a prévu. Déclarant que Lucia n'aura pas d'ennemi au bal, Lilith lui présente une magnifique robe sarcelle qui, selon elle, lui va parfaitement. Vêtue de l'élégante robe, une Lucia surprise interroge sur un bal, et une femme de chambre proche confirme l'événement. Lilith précise que c'est le bal de Lady Sabrina, ajoutant que Lord Chias y sera. Comme par magie, Lord Chias apparaît en tenue de soirée et Lucia se tourne pour lui faire face. Lucia se tient devant lui, le regard baissé, pensive, tandis qu'elle assimile la situation. Lord Chias complimente la qualité de sa robe, précisant qu'il parle du tailleur lorsqu'elle semble confuse. Amuse par ces paroles d'homme riche, Lucia déclare audacieusement qu'elle, sa pharmacienne, n'a aucune obligation d'être son escorte à un bal. Lord Chias la regarde de ses yeux bleus intenses, un soupçon de sourire aux lèvres. Avec un sourire confiant, Lucia gesticule de manière invitante, défiant son hypothèse. Il la tire rapidement dans ses bras, lui murmurant que sa partenaire pour la soirée sera, bien sûr, la dame de la maison. Lord Chias se penche, acceptant ses conditions par un d'accord. Une Lucia trouble demande des nouvelles de Lilith tandis qu'il la tire dans une étreinte basse. La serrant contre son torse, Lord Chias explique que les servantes ont emmené Lilith à son arrivée. Toujours tenue dans ses bras, une Lucia rougissante l'appelle par son nom en signe de protestation. Essoufflée, Lucia lui demande d'attendre, précisant qu'elle voulait seulement savoir s'il y avait un droit d'entrée. Il lui demande taquinement si elle retire ses mots si vite, poussant une Lucia fougueuse, avec des oreilles de chat, crier stop et insister pour qu'il parte. Éloigne avec un sourire narquois, amusé par la façon dont ses cheveux se sont hérissés, tandis qu'une version d'elle en chat noir en colère le regarde partir. Arrivant au bal dans une magnifique robe sarcelle et un masque, Lucia entend deux femmes commérer sur sa robe chère, avant que l'une d'elles,
ne l'identifie comme la fille des bidonvilles, accueillie par la famille d'Ophélia. Les femmes continuent leur chuchotement méchant, la traitant de dégoûtante et l'accusant d'essayer de séduire le prince héritier, qui est le fiancé d'Ophélia. Les ragots se répandent, les invités se demandant pourquoi une femme sale est présente et concluant que le duc tyrannique et une fille des bidonvilles sont un couple parfait. Le serviteur la regarde avec mépris, lui demandant si elle pensait vraiment qu'une personne si humble aurait une place, et lui ordonnant d'aller dans un coin. Alors que les spectateurs rient et s'accordent à dire que le coin lui convient, le serviteur la bouscule. Lucia, tenant la petite fille, demande froidement au serviteur s'il refuse de faire son devoir, mais il répond qu'ils ne servent que les invités de marque. Le serviteur poursuit son insulte, déclarant qu'une sainte humble et fausse des bidonvilles n'a aucun droit d'être servie. La petite fille dit, Lucia, que c'est bon, et lui demande de regarder ailleurs pendant environ 10 secondes. Réalisant que la fille a l'intention de se débarrasser des mauvaises personnes, Lucia commence un compte à rebours calme à partir de 10. À rebours se poursuit, Lucia assène un coup de pied rapide et puissant au serviteur insouciant. Se tenant au-dessus du serviteur gémissant, elle lui demande froidement s'il ne va toujours pas faire son travail. Le serviteur terrifié balbutie immédiatement qu'il le fera, tandis que Lucia lui jette un regard froid et satisfait. Une femme élégante aux cheveux gris courts arrive et demande ce qui se passe, et la foule l'identifie comme Lady Sabrina. Une femme de chambre rapporte un désaccord avec la compagne du duc, incitant Lady Sabrina à ordonner aux gardes de retirer les fauteurs de troubles. Tandis que le serviteur implore le pardon, Lucia accepte calmement le jugement de Lady Sabrina. Lady Sabrina réalise que Lucia est la minette dont Lilith a parlé et Lucia se présente poliment. Lady Sabrina salue chaleureusement la petite Lilith, lui prenant la main avec un doux sourire. Lucia pense que Lady Sabrina semble être une femme respectable et trouve la scène actuelle vaguement familière. Une fenêtre du système annonce la mission narrative, le bal de Lady Sabrina, et Lucia se souvient que Sabrina est une noble très respectée. Lilith révèle intérieurement un secret de l'histoire. Lady Sabrina est en fait sa marraine. Entourée d'une sombre aura d'épines, Lucia anticipe une nuit chaotique et envisage d'essayer d'attirer les chevaliers de la Lune Rose. Lady Sabrina invite Lucia à la rejoindre, et Lilith pointe du doigt une diseuse de bonne aventure dans la foule. Un invité présente le célèbre diseur de bonne aventure du Château Saint, qui a autrefois récupéré un trésor perdu de la mer. Le diseur de bonne aventure, Lear Hugh, accepte humblement l'éloge, mais Lucia sent intuitivement qu'il n'est pas une bonne personne. Lear Hugh dit Lady Sabrina qu'il sent qu'elle est perturbée d'être séparée de quelque chose de précieux. Lady Sabrina confirme qu'elle a perdu quelque chose et demande désespérément s'il peut lui dire où il se trouve. Le diseur de bonne aventure hésite, son expression tendue, tandis qu'il jette un regard nerveux à une servante proche. Il dit Lady Sabrina que certaines choses ne doivent pas être cherchées, affirmant que c'est une révélation divine pour qu'elle abandonne. Lucia l'interrompt avec colère, remettant en question comment il peut dire cela sans même savoir ce qui a été perdu ni où cela pourrait être. Une noble défend le diseur de bonne aventure, qualifiant les mots de Lucia de cruels, et Lucia remarque à quel point la question est facilement écartée. Le duc suggéra avec suffisance que Lady Lucia connaissait peut-être un meilleur diseur de bonne aventure pour aider Lady Sabrina. Lady Sabrina se tourne vers Lucia, répétant son nom. Mais Lucia déclare froidement qu'elle ne connaît personne de ce genre. Lady Sabrina qualifie Lucia de délirante avec colère, lui faisant la leçon que la divination est une profession sacrée transmise de génération en génération. Elle exige que Lucia cesse de plaisanter et lui demande si elle comprend même ce que signifie être un diseur de bonne aventure. Tandis qu'elle décrit leur sort et capacités héritées, une vision de figures enchaînées et ténébreuses apparaît. Lucia réalise que c'est la partie délicate de la mission secondaire. Elle doit recueillir des indices auprès des PNJ pour retrouver le souvenir. Lucia annonce que Lady Sabrina recherche les boucles d'oreilles de son défunt mari et révèle qu'elles sont dans l'étang, stupéfiant les spectateurs. Un flashback confirme son affirmation, montrant les boucles d'oreilles ornées récupérées de l'étang, après avoir été avalées par une grenouille bleue. Submerge par l'émotion, Lady Sabrina tient le souvenir retrouvé, qu'elle pensait perdu à jamais. Lady Sabrina s'approche de Lucia, lui demandant comment elle savait où elle se trouvait, tandis que Lucia l'attribue mentalement au fait d'avoir accompli la mission de la grenouille bleue 10 fois. Outragé, le diseur de bonne aventure Lear Hugh crie que c'est impossible et accuse Lucia d'avoir volé les boucles d'oreilles elle-même. Un homme blond en uniforme formel blanc et or arrive, se plaignant du bruit, et est salué comme Votre Altesse. Lear Hugh se précipite vers le prince, accusant hystériquement Lucia d'être une voleuse qui a dérobé le souvenir de Lady Sabrina, mais le prince se contente de sourire.
Une main pointe du doigt Lucia, l'accusant, tandis que le prince blond observe avec une expression suffisante. Le prince défend Lucia, déclarant qu'elle n'est jamais allée au manoir auparavant et n'aurait donc pas pu voler les boucles d'oreilles. Une noble se souvient que les boucles d'oreilles ont été perdues pendant la déclaration de la loi martiale. Un fait que le devin Lear Hugh confirme. Lear Hugo redouble d'efforts, accusant directement Lucia de s'être faufilée dans le manoir ce jour-là pour voler les boucles d'oreilles. Abasourdie par le mensonge honteux, Lucia reste sans voix. Le prince défie Lucia, lui disant qu'elle peut prouver son innocence si elle fournit un alibi pour cette nuit-là. Alors que des souvenirs défilent dans son esprit, Lucia reste silencieuse, incitant le devin à la presser d'obtenir une réponse. Le devin lui saisit le bras, exigeant qu'elle admette avoir été dans un endroit sordide ou qu'elle confesse le vol. Le prince murmure une offre manipulatrice à Lucia, lui suggérant de mentir et d'affirmer qu'ils ont passé la nuit ensemble pour laver son nom. Lucia le traite intérieurement de crapule, reconnaissant que son offre est un piège conçu pour l'accabler et la contrôler. Une vision révèle la nature duplicitaire du prince, le montrant comme le destin de l'espoir et de la ruine de Lucia, tandis qu'il jure intérieurement sa dévotion. Cependant, un souvenir douloureux refait surface, celui du prince Arnold, rejetant froidement une jeune Lucia, la traitant de sale. De retour au présent, le prince tient une rose, son toucher un froid rappel de sa cruauté passée. Lucia retire son bras avec détermination, exigeant qu'il garde ses distances dorénavant. Son rejet public stupéfie à la fois le prince et le devin, tandis que Lucia exprime intérieurement son dégoût pour lui. Reprenant son calme, le prince se tourne vers Lady Sabrina pour lui faire une requête impolie. Après qu'il lui demande de l'écouter, Lady Sabrina lui permet gracieusement d'exprimer sa pensée. Il choque les invités en proposant d'acheter les boucles d'oreilles sentimentales pour Lucia, déclarant que le prix n'est pas un obstacle. Alors que Lucia est incrédule, une Lilith inquiète demande à sa Kitty pourquoi tout le monde est si méchant avec elle. Lucia s'agenouille pour réconforter Lilith, la rassurant qu'elle s'en occupera, et lui disant, ainsi qu'à Lady Sabrina, d'aller se reposer. Se tournant vers le devin, Lucia se prépare une confrontation, mais il se moque en disant que la violence est pour les habitants des bidonvilles. Avec un sourire acré, Lucia rétorque que ce sont eux qui venaient d'insister sur le fait qu'elle n'était pas noble. Un homme mystérieux masqué de noir fait une entrée soudaine, offrant un alibi à Lucia en déclarant « Lucia était avec moi ». Une noble chuchote, sous le choc, se demandant pourquoi le duc cache son identité derrière un masque. Le duc masqué réprimande doucement Lucia pour ses tendances violentes, mais elle répond effrontément que c'est le seul moyen de traiter avec les ennemis. Il tourne ensuite son attention vers le devin, l'avertissant que ses crimes mèneront à une enquête qui ruinera toute sa famille. Lorsqu'une vicomtesse tente de défendre l'homme comme son invité, le duc l'informe froidement qu'elle sera désormais interrogée en tant que complice. Tandis que la femme proteste son autorité, le prince intervient, exigeant que l'homme masqué retire son masque. Le prince esquisse un sourire narquois, ajoutant que porter un masque à un tel événement est très irrespectueux. La foule se joint à eux, exigeant qu'il se démasque, certains spéculant qu'il est de basse extraction et cache son visage de honte. Saisissant son bras, le prince en fait un ordre royal. Retirez votre masque. Tandis que d'autres murmurent devant son défi, Lucia soupire intérieurement, réalisant que Lord Chias ne fait que savourer la surprise dramatique. L'homme masqué cède finalement, acceptant de faire ce qu'il désire. La révélation de son beau visage laisse le prince et le devin complètement stupéfaits, tandis que les invités se demandent si c'est le mari de Lucia. Le prince le fixe avec incrédulité, reconnaissant l'homme comme Chias, le duc. Troublé et confus, le prince se demande pourquoi l'infâme duc est même là. Tandis que Lord Chias tend son masque à Lucia, il se tourne vers le prince et reconnaît qu'il doit avoir de nombreuses questions. Il accule le prince, le narguant avec les questions mêmes qui lui traversent l'esprit, y compris pourquoi il était avec Lucia cette nuit-là. Lord Chias se retire ensuite froidement, déclarant qu'il n'a aucune intention de répondre à aucune d'elles. Le prince force un rire, se rétractant rapidement, en déclarant que personne ne peut de toute façon interroger un duc. La foule murmure sous le choc, réalisant que le bel homme est le duc, dont la rumeur disait qu'il était un horrible tyran. Lord Chias rejette le devin bégayant et son partisan paniqué, leur disant de porter toute autre plainte devant les tribunaux. Il demande si son message est passé, tandis que la gravité de la situation s'abat sur les spectateurs. Lord Chias demande ensuite Lucia si elle comprend maintenant comment résoudre les choses sans recourir au poing. Mais elle feint l'ignorance. Lucia boude légèrement, marmonnant qu'une approche pacifique ne correspond tout simplement pas à sa personnalité. Il sourit,
la taquinant en disant qu'elle n'a pas ce genre de pouvoir, mais elle insiste qu'elle l'a. Son commentaire, cependant, la laisse légèrement perplexe. Lord Chias la tire soudainement dans une étreinte étroite, déclarant qu'il lui accordera le droit de se tenir au-dessus des autres, à sa surprise déconcertée. Par-dessus son épaule, Lucia voit le prince irradier une aura de fureur intense et magique. Le prince les fixe du regard, consumé par la rage et la jalousie, alors qu'il remet en question leur relation. Pensant ses ennemis, Lucia décide qu'il est temps de leur offrir un spectacle. Le duc aux cheveux sombres entraîne Lucia dans une danse, déclarant froidement qu'il n'a aucune intention de lui apprendre. Tenue dans ses bras, Lucia demande discrètement si les autres les observent toujours. Alors que le couple danse devant une foule en silhouette, le prince blond tend la main et annonce que le bal va commencer. Lord Chias demande formellement Lucia de danser et elle accepte simplement. Les spectateurs admirent le couple dansant, se demandant qui a bien pu traiter le duc de laid, tandis que Lucia lui marche sur le pied, et il s'excuse, lui demandant d'endurer. Lucia jura intérieurement de donner une leçon au prince héritier, lui rappelant qu'elle n'est pas un objet qu'il peut contrôler. Lord Chias se penche près, prenant une Lucia surprise au dépourvu. Il lui prend la main, lui montrant la bonne façon de la tenir pour la danse. Lord Chias et Lucia partagent un baiser passionné sur la piste de danse, tandis que le prince blond les observe, stupéfait. Crash! Submergé par la rage, le prince brise son verre de vin. Tandis qu'un spectateur hurle, une Lucia rougissante lève les yeux vers Lord Chias, déconcertée après leur baiser. Une domestique appelle Lady Sabrina, tandis que la narration révèle que la nuit éclairée par la lune rose a commencé à agir. Une voix hurle que Lady Sabrina a été empoisonnée alors qu'elle s'effondre au sol. Lucia ordonne à tout le monde de s'écarter et de transporter Lady Sabrina au salon, avec Lord Chias juste derrière. Lord Chias tient la main de la femme inconsciente et demande à Lucia si elle peut aider, ce à quoi elle répond avec assurance qu'elle essayera. Une domestique inquiète suggère qu'il devrait appeler Lady Ophelia plutôt que la fausse sainte. Tandis que Lord Chias observe avec anxiété, Lucia explique qu'elle utilisera l'acupuncture pour libérer le poison du corps de Lady Sabrina. Le traitement fonctionne et Lady Sabrina tousse un flot de sang sombre et empoisonné. Tandis que quelqu'un annonce que Lady Sabrina se réveille, Lucia et Lord Chias la regardent avec attente. Soudain, Lucia serre sa poitrine, submergée par une étrange poussée de pouvoir qui rend ses cheveux violets. Une Lady Sabrina rétablie et un Lord Chias inquiet appellent Lucia par son nom. Surpris. Tourmentée par la douleur du pouvoir qui la traverse, Lucia s'effondre, alors que Lord Chias se précipite pour la rattraper. Du sang perle des lèvres de Lucia alors qu'elle lutte contre l'énergie écrasante. Tenue dans les bras de Lord Chias, une Lucia affaiblie tousse, mais parvient à parler. Avec une expression faible mais ruse, Lucia tend la main et demande Lord Chias des frais médicaux d'urgence. Tenant Lucia, maintenant vêtue d'une robe blanche, Lord Chias expire de soulagement, pensant qu'elle semble aller bien. Plus tard cette nuit-là, Lucia est allongée dans son lit, toussant du sang, et réalisant que l'état de Lady Sabrina était pire qu'elle ne l'avait imaginé. S'essuyant les lèvres, elle détermine qu'elle est incapable d'analyser les ingrédients du poison complexe. Elle conclut que seule la nuit claire par la lune rose pourrait créer une telle chose et se résout à découvrir leur secret d'ici un demi-mois. Puis, Lucia s'effondre sur son lit réfléchissant à cette journée chaotique. Elle se souvient du moment où Lord Chias l'a rattrapée, se demandant s'il était réellement inquiet pour elle. Le lendemain matin, une domestique fait irruption, criant frantiquement que quelque chose de terrible est arrivé. La domestique rapporte que le majordome de Lady Sabrina accuse Lucia de l'avoir rendue malade, insistant pour qu'il se rende immédiatement au manoir. Un flashback montre Lady Sabrina allongée faiblement dans son lit, avec une narration affirmant que son état s'est aggravé après le traitement de Lucia. Au chevet de Lady Sabrina, la femme malade lance un regard noir Lucia et la blâme pour son état. Un majordome moustache pointe un doigt accusateur, traitant Lucia de fausse sainte et trompeuse. Le majordome saisit le bras de Lucia, déclarant son intention de la traduire en justice pour ses crimes. Imperturbable, Lucia se retourne et accuse calmement le majordome d'avoir interverti le médicament qu'elle avait fourni. Le majordome recule sous le choc avant d'affirmer d'un air suffisant que le manoir a son propre docteur sacré. Il se moque, affirmant qu'une noble comme Lady Sabrina ne prendrait jamais de médicaments d'une roturière, tandis que Lucia observe avec une expression lasse. Bien qu'initialement inquiet de la connexion de Lucia avec le duc, le majordome décide de gérer l'affaire avant le retour de Lord Chias. Pench, sur Lucia assise,
Il menace sa vie si quoi que ce soit arrivait Lady Sabrina. Lucia value froidement la situation, notant qu'ils ont choisi un moment opportun pour agir pendant l'absence de Lord Chias. Sachant que l'état de Lady Sabrina est critique, Lucia tente de raisonner le majordome, lui disant qu'il va trop loin. Une voix froide interrompt, demandant qui a donné au majordome la permission de toucher Lucia, alors qu'un Lord Chias furieux fait une entrée dramatique. Lord Chias dit calmement à Lucia d'aller s'occuper de Lady Sabrina et de lui laisser le majordome, et elle accepte. Il condamne le majordome à la prison à vie, mais l'homme proteste, affirmant que ses relations familiales le protègent de l'autorité du duc. D'un pitillement brutal, Lord Chias écrase la main du majordome, déclarant froidement que lui seul décide s'il vit ou meurt, tandis que Lilith crie. Lucia, arborant désormais ses longs cheveux blancs, regarde une petite fille au bonnet rose et lui demande pourquoi elle est là. Voyant la petite Lady Sabrina alitée, l'enfant demande pourquoi elle est devenue un hérisson. Lucia explique patiemment que Lady Sabrina est malade, ce qui pousse la fillette à demander quand elle ira mieux. Avec un sourire confiant, Lucia lui assure que Sabrina se remettra dès l'arrivée de son assistant. Lucia demande de faire venir Noah de l'Académie Sainte, une suggestion qui choque visiblement Lord Chias. Remarquant l'hésitation de la chef des domestiques, Lord Chias se tourne vers elle et lui demande si quelque chose ne va pas. La femme de chambre explique que Noah est une figure célèbre et qu'il est incroyablement difficile à contacter. La femme de chambre ajoute qu'un médecin si éminent n'aiderait jamais une fausse sainte, ce qui pousse Lucia à demander à quel point il est bon. Lord Chias l'interrompt d'un ton ferme, ordonnant de faire venir Noah immédiatement, même si cela signifie le traîner de force. Quelques minutes plus tard, un cri de colère résonne depuis la cour, quelqu'un menaçant de les poursuivre en justice. Identifié comme Noah Adams du Château Saint, est traîné par les gardes tout en protestant contre sa capture illégale. Alors que Noah et Lucia croisent le regard, un moment de reconnaissance silencieuse passe entre eux. Formellement la coopération de Noah avec Lucia pour sauver Lady Sabrina, ce qui surprend Lucia. Noah déclare avec défi que quoi qu'on dise, il ne les aidera pas si facilement. Lord Chias rétorque en notant que l'institut de Noah manque de fonds et propose d'en financer un nouveau. Il améliore l'offre avec un emplacement de choix au centre d'Aminold, laissant Noah méditer sur la proposition en silence. Un sourire se dessine sur le visage de Noah alors qu'il accepte les conditions généreuses, promettant de faire de son mieux. Après le traitement, Lucia annonce que Lady Sabrina se réveillera dans 1 heure, repoussant les remerciements de Noah en affirmant qu'elle est bien rémunérée. Noah s'adresse au duc avec une requête, et Lord Chias lui accorde froidement la permission de parler. Avec un sourire charmant, Noah demande s'il peut parler Lucia en privé un instant. Lord Chias s'y oppose avec colère tandis que Noah défie son autorité, créant une confrontation tendue entre les deux hommes, autour d'une lutte chiate déconcertée. Burke. Alors que Noah tente d'emmener Lucia au jardin, la poigne de fer de Lord Chias sur son épaule l'arrête net. Dans le jardin, Lucia appelle Noah un vieil ami et une nina avare, mais il clarifie qu'ils n'étaient que des correspondants, pas des amis. Lucia accuse directement un Noah stupéfait d'avoir créé le poison qui a affligé Lady Sabrina. Elle a déduit qu'il était le seul assez habile. Un compliment perfide qu'il accepte avec impertinence. La scène se déplace vers un flashback, commençant 1 mois auparavant. Dans le flashback, Noah se souvient avoir reçu une demande pour un poison rare et intraitable. Il admet que, malgré ses réserves, le paiement important était trop tentant pour être refusé. Lorsque Lucien interroge sur le client, Noah explique qu'ils étaient secrets et avaient arrangé une récupération sans contact. Leur méthode méticuleuse, Lucia déclare avec confiance que la rose nuit claire de lune a empoisonné Lady Sabrina. Elle déduit que l'organisation prudente a enfreint ses propres règles, parce qu'ils sont à la recherche des yeux de la vérité. De retour au présent, un Noah joyeux jure de garder le secret de la relation de Lucia avec le duc, son grand désespoir. Il marque une pause, une expression pensive sur le visage, comme s'il venait de remarquer quelque chose. Une lumière chatoyante emplit l'air, marquant un moment de silencieuse réalisation. Noah demande comment Lucia savait qu'il était Nina, et elle révèle que son odeur distinctive de médicaments était la même que celle de ses lettres. Ayant terminé leur discussion, Lucia repousse impatiemment le visage de Noah et lui dit de partir. Soudain, Lord Chias saisit le bras de Lucia, l'attirant en arrière protecteur d'un regard furieux. Noah insiste sur le fait qu'il a besoin de plus de temps avec Lucia, mais Lord Chias le repousse froidement, déclarant que Lilith a besoin de son traitement. Déclarant qu'il est temps pour elle de travailler, Lord Chias met fin à la conversation, forçant Noah à se retirer pour l'instant.
En partant, Noah tente une dernière fois de parler, mais Lucia s'écrie que la prise du duc Chias lui fait mal. « Rentrons à la maison », dit Lord Chias, tandis qu'en arrière-plan, Lucia et Noah changent un discret salut d'adieu. Un Noah perplexe les regarde partir, se demandant ce qui se passe entre Lucia et le duc. Leur carrosse majestueux arrive de nouveau la grande demeure ducale. Lord Chias la ramène chez elle, mais son expression tendue pousse Lucia à craindre qu'il n'ait mal compris la situation. Il la serre dans une étreinte forte, la conseillant sévèrement d'éviter les personnes qui n'offrent que de vaines paroles en l'air. Confuse par son avertissement, Lucia demande s'il fait référence à Noah. Lord Chias s'agace visiblement, lui ordonnant de ne même pas prononcer le nom de cet homme devant lui. La petite fille, Lilith, s'approche et s'adresse Lord Chias en l'appelant près, demandant s'il se joindra à eux pour le dîner. Il refuse, déclarant qu'il a des affaires, et dit à Lucia et à sa fille de manger ensemble, laissant Lucia l'air préoccupée. Lucia se demande pourquoi l'humeur de Lord Chias a changé si soudainement après son départ. La première version du texte d'elle, Lilith explique que son père est probablement jaloux, murmure-t-elle avec un regard entendu. La réalisation apparaît à une Lucia rougissante, qui comprend maintenant que Madame le formidable duc devient jaloux. La scène se déplace vers un jardin où une jeune femme avec des lunettes et des cheveux gris-bleu prend soin de ses plantes, ravie qu'elles poussent bien. Elle rêve de son avenir, prévoyant de fabriquer des antidotes de haute qualité et de maximiser les bienfaits de ces ingrédients pour la santé. Un gros plan montre son expression déterminée, alors qu'elle se concentre sur ses objectifs ambitieux. Elle fantasme de devenir une assistante officielle, gagnant respect et admiration, afin que personne ne la méprise plus jamais. Une femme aux cheveux bruns avec un nœud bleu interrompt cruellement, se moquant de la roturière pour ses rêveries. Choc, la fille aux cheveux gris demande comment elles sont arrivées là, mais une autre fille la saisit, la traitant de traître pour avoir essayé de courir vers le professeur. La femme aux cheveux bruns arbore un sourire triomphant, tandis que la fille aux cheveux gris est forcée au sol. Elle ordonne la destruction du champ d'herbes médicinales, et alors que la jambe de la fille aux cheveux gris est prise dans des vignes épineuses, elle les supplie d'arrêter. Panique, la fille aux cheveux gris les supplie d'arrêter pendant que son tourmenteur la domine. La femme aux cheveux bruns et ses deux acolytes regardent la fille vaincue avec une satisfaction suffisante. Le groupe se tient au-dessus de la fille agenouillée dans le champ expérimental du professeur Andrew. Elle jure intérieurement de se venger, pensant qu'en tant qu'assistante avec une clé, elle pourra prendre ce dont elle a besoin et que sa rivale ne pourra pas lui échapper. Sa rivale, la femme aux cheveux bruns, offre un faux réconfort, disant à Ada qu'elle n'est plus seule. Ada tremble de peur et de frustration, réalisant ce que sa rivale implique. Elle se souvient que M. Easton, un homme avec un bandeau sur l'œil qui en veut à Lucia, est de retour. Car la femme aux cheveux bruns tire les cheveux d'Ada, ricanant que sans la protection de Lucia, elle sera renvoyée dans les bidonvilles, avant de la repousser. Laissant Ada effondre au sol, les trois femmes partent accueillir M. Easton qui revient. Ailleurs, M. Easton fronce les sourcils, en colère que Lucia ait réussi à obtenir la première place à l'examen. Deux étudiantes bavardent dans un couloir, ignorant qu'elles sont observées. M. Easton apparut soudainement derrière elles, demandant froidement de qui elle parle. Surprise, l'une des filles hoquette de peur, lui disant de ne pas les prendre par surprise. Il s'avance, leur demandant d'un ton menaçant de répéter ce qu'elles ont dit. Les filles terrifiées reconnaissent M. Easton de la St. Academy, qui exige de savoir qui est arrivé premier. Tremblant de peur, les deux filles avouent que c'est Lucia qui est arrivée première. D'autres étudiants sont témoins de la punition des deux filles et murmurent que le monstre, M. Easton, est revenu à la St. Academy. Une main parcourt les résultats de l'examen, s'arrêtant sur le nom Lucia classé au-dessus d'Ophélia. Entouré d'une aura sombre, M. Easton fulmine, persuade que Lucia a volé la première place et qu'il faut lui donner une autre leçon. À l'intérieur d'un laboratoire, un professeur s'interroge sur l'absence récente d'Ada. Lucia coute en lisant un livre, tandis que le professeur Andrew exprime son inquiétude pour Ada. Il s'inquiète de l'absence récente d'Ada, surtout que l'examen d'assistante est demain. Claquement. Lucia referme son livre avec décision, concluant que quelque chose a dû se passer et déclarant qu'elle ira la chercher. Alors que Lucia s'en va, elle entend deux filles chuchoter à proximité. L'une des filles demande son amie, Betty, si elle a vu Ada récemment. Lucia confronte les filles qui bavardent, dont les expressions paniques les trahissent avant qu'elles n'essaient de s'enfuir à la hâte. Alors qu'elles s'enfuient en courant, Lucia leur demande d'attendre. Lucia reste seule,
perplexes devant leur étrange réaction et se demandant pourquoi elles l'ont regardée comme si elle était un monstre. Une pensée terrible lui traverse l'esprit alors qu'elle soupçonne sa rivale, Tina, d'avoir à nouveau enfermé Ada au sous-sol. Entendant des étudiants rejeter la situation, une Lucia déterminée murmure Ada et s'élance à sa recherche. Dans un sous-sol sombre et sale, une Ada recroqueville entend une voix demander si elle est là. Ada lève les yeux, surprise, alors que la voix l'appelle à nouveau. La porte s'ouvre brusquement, révélant Lucia en silhouette, baignée par un flot de lumière vive. Lucia exhorte une Ada en larmes à passer son examen, mais Ada pleure que c'est inutile, puisque ses herbes médicinales ont été détruites. Imperturbable, Lucia dit à Ada de lui laisser les matériaux et de se concentrer sur la réussite de l'examen. La scan se déplace vers un magnifique jardin fleuri. Deux femmes sont assises à une table, l'une d'elles, aux cheveux roses, décrivant une rare fleur bleue qui ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans. Tina admire la fleur coûteuse, se rappelant qu'elle vient de M. Easton, qui vient de revenir à l'académie. La femme aux cheveux roses assise avec Tina lui dit d'arrêter de dire des bêtises comme le fait son frère. Tina réplique qu'elle est déjà fiancée à Sir Arnold, surprenant la femme aux cheveux roses. Dans un souvenir flou, une femme aux cheveux châtain roux réfléchit que, même si elle aime un autre, elle doit accepter qu'Arnold régnera un jour sur un pays. La scène se déplace vers Ada dans une calèche en mouvement, demandant nerveusement à son compagnon invisible où il l'emmène. Lucia explique qu'elles vont voir une personne noble qui aide ceux dans le besoin. Quand Ada demande si cette personne possède de rares herbes médicinales, Lucia confirme, mais avertit qu'il a un petit problème de personnalité. Ada panique en apprenant qu'elles vont rendre visite l'infâme professeur Noah, se souvenant des rumeurs selon lesquelles il mène des expériences humaines et tire ses compétences de la prise de drogue. Terrifiée, Ada déclare qu'elle renonce à être assistante et supplie de rentrer chez elle. Lucia tente de la calmer, essayant d'expliquer la vérité sur Noah. Leur carrosse arrive un magnifique domaine, tandis que Lucia annonce leur arrivée. Ada regarde en silence, stupéfait, submergée par la grandeur de la propriété. Elle observe une grande serre, les yeux écarquillés à la vue d'innombrables plantes exotiques. Ada halte, reconnaissant les branches au Saint-Esprit, et l'herbe caille d'argent des herbes dont elle n'avait jamais fait que lire dans des livres. Elle est encore plus choquée de trouver des herbes fantômes, réputées provoquer des hallucinations. Ada s'émerveille devant la vaste collection d'herbes rares tandis que Lucia se demande où est Noah. Kia, Sida crie soudainement sous le choc, apercevant quelqu'un effondré sur le sol à l'intérieur. Elle se précipite au chevet de l'homme inconscient. Lucia déclare calmement qu'elle doit détoxifier l'homme, juste au moment où il commence à tousser et se réveiller. Tandis que Noah se redresse lentement, Ada se dit qu'il ne semble pas aussi effrayant que les rumeurs le laissaient entendre. Elle rougit légèrement, s'avouant qu'il est en fait un peu cool. Lucia explique à Ada confuse que les expériences humaines que Noah est censé mener ne sont en fait que des tests sur lui-même. Ayant récupéré, Noah lève les yeux et demande Lady Lucia pourquoi elle est venue chez lui. Lucia l'informe qu'il serait mort sans son aide, puis présente Ada et explique que son champ d'herbes médicinales a été détruit. Elle demande à Noah de fournir Ada la preuve qu'elle a cultivé un champ d'herbes médicinales. Noah riquet, déclarant qu'il ne distribue pas de certificat de stage aussi facilement. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Noah, tandis qu'il se penche et demande à Ada ce qu'il obtiendra en échange de son aide. Lucia lui jette un document avec force, exigeant qu'il le signe, ce qui laisse Ada horrifiée par son traitement du professeur. Ada réfléchit que Noah n'est rien de tel que les rumeurs, et est vraiment l'un des grands professeurs du Château Saint. Elle s'interroge sur la véritable identité de Lucia, perplexe de voir comment une simple étudiante peut commander un professeur avec autant d'audace. Noah remet le certificat de stage signé à Ada, qu'il accepte avec un merci reconnaissant. Lucia demande à Ada si elle est prête pour son examen de demain, et une Ada déterminée répond avec confiance. Oui. Tout étant réglé, Lucia souhaite bonne chance à son amie. Le lendemain, un surveillant d'examen annonce que le test commencera dans 5 minutes et commence l'appel pour Aima, Tina et enfin, Ada. Tina est assise seule, regardant autour d'elle et demandant ostensiblement si Ada est là. Elle sourit son amie, suggérant qu'Ada est trop gênée pour montrer son visage après que son champ ait été piétiné, et note que son éligibilité sera invalide. « S'il vous plaît, attendez !» crie une voix tandis qu'Ada se précipite dans le hall, déclarant qu'elle participera aussi. Ada s'excuse auprès du surveillant pour son retard, expliquant qu'elle s'occupait de son champ d'herbes médicinales. Tina lance un regard noir,
son expression se tordant de rage à l'arrivée d'Eida. Bondissant sur ses pieds, Tina accuse Eida de tricherie, insistant sur le fait que son chant est un désordre total. Eida admet calmement au surveillant qu'un rongeur a en effet détruit son chant. Elle présente ensuite triomphalement un document, révélant que le professeur Noah lui a délivré un certificat pour qu'elle utilise son chant à la place, choquant ses rivales. « Ce n'est pas possible !» s'écrie Tina, incapable de croire qu'une roturière puisse avoir accès à un champ que même sa fortune ne pouvait ouvrir. Le surveillant inspecte le certificat et confirme que la signature est bien celle du professeur Noah. Sa preuve valide, Eida demande si elle peut passer l'examen, résolue à ne pas reculer cette fois. Le surveillant roux observe avec un léger sourire entendu. Tina bouillonne de rage, disant à Eida de passer l'examen, mais jurant de la faire échouer par tous les moyens nécessaires. 1 heure plus tard, l'examen se termine l'annonce de la fin du temps. Une instructrice annonce qu'elle va commencer la correction et demande aux étudiants, y compris Eida et Tina, d'attendre patiemment. La professeure Neya s'approche d'Eida, la complimentant sur ses concoctions, notant que, bien que les ingrédients aient été simples, les résultats étaient très efficaces. Eida remercie la professeure, tandis que d'autres étudiants haltent d'incrédulité qu'elle ait obtenu un score parfait et soit vraiment en passe de devenir assistante. Une femme aux cheveux bruns s'interroge sur la présence d'une vaurienne comme Eida à l'académie. Mais l'examinatrice rousse l'interrompt, déclarant que la mixture obtiendrait en effet un score parfait si elle était vraiment la sienne. Eida, confuse et abattue, demande l'examinatrice ce qu'elle veut dire. La professeure Neya défie Tina de faire ses preuves, puis lui ordonne d'appeler la justice pour dénoncer Eida pour vol de formule. La comparse brune de Tina sourit sournoisement et accuse réception de l'ordre. Eida se leva d'un bond, exigeant de savoir pour quelle raison on l'accuse d'avoir tort. Tina répond avec suffisance que leur différence de statut est la seule preuve nécessaire, et ose défier Eida de demander aux autres qui, selon eux, est la tricheuse. Tourmente par la voix de Tina dans sa tête, Eida se sent vaincue, alors que sa rivale promet de l'avoir envoyée en prison en tant que criminelle. Alors qu'on dit à Eida d'aller tranquillement au département de la justice, Lucia frappe de la main, interrompant et proposant de régler les accusations de tricherie en testant l'efficacité des mixtures. Lorsque la professeure Neya lui demande pourquoi elle est là, Lucia explique qu'elle est venue livrer 2 flacons de poison du professeur Andrew. Lucia déclare qu'une expérience clarifiera la situation, arguant que si Eida a triché, son antidote serait un rat. Tina observe, les bras croisés, pensant que M. Easton a cherché Lucia partout. Alors qu'Eida s'avance pour commencer, 2 spectateurs chuchotent sur sa volonté de faire l'expérience, se demandant si elle se sent embarrassée. La professeure Neya inspecte la fiole d'Eida, notant son odeur, tandis que Tina la dévisage, reconnaissant la mixture comme son propre antidote. Eida se prépare à tester son antidote, tandis qu'une Tina confiante pense que leurs mixtures sont identiques de toute façon. Après avoir versé son propre antidote dans une fiole de test, Tina est choquée de voir qu'il ne parvient pas à détoxifier complètement la substance. Tina fixe la fiole avec rage, incapable de comprendre pourquoi sa mixture a un effet différent. Lucia et Eida observent calmement tandis qu'une Tina vaincue tremble d'incrédulité. Dans un flashback de la nuit précédente, Lucia confirme le soupçon d'Eida que quelqu'un a déplacé la boîte de formules, mais révèle qu'elle les avait marquées, ce qui amène Eida à réaliser que c'était l'œuvre de Tina. Eida s'inquiète de ne pas pouvoir créer une nouvelle formule à temps, mais Lucia lui conseille de simplement déjouer sa rivale en améliorant le ratio et les effets de celle existante. De retour au présent, Lucia se tient devant Tina et la professeure Neya, demandant si elle croit toujours qu'Eida est celle qui a triché. 2 officiers de justice arrivent soudainement, demandant si quelqu'un a fait un signalement, ce quoi une personne invisible confirme l'avoir fait. Lucia révèle qu'elle a dénoncé Tina pour avoir volé la formule d'Eida, poussant Tina à nier furieusement qu'une simple différence d'effet compte comme de la tricherie. La professeure Neya tente de désamorcer la situation, suggérant que les similitudes entre les formules sont naturelles et que qualifier cela de tricherie est une exagération. Lucia soupire de frustration, marmonnant « On y retourne » devant la défense partielle de la professeure. Le professeur Noah arrive avec son entourage, trouvant le sujet intéressant et se demandant pourquoi quelqu'un de l'ancienne société médicale est présent. Il se révèle être le légendaire professeur Noah et déclare que ses propres formules sont étrangement similaires aux 11 brevets de la professeure Neya. Une bannière promotionnelle est affichée. Le professeur Noah annonce son intention de déposer un brevet pour ces formules similaires et a amené des collègues de l'ancienne société médicale pour enquêter. Confrontée aux preuves de plagiat, la professeure Neya est acculée alors que Noah la met au défi d'appeler cela une coïncidence. Un papier tombe au sol,
tandis que le principe du la force prime, le droit est établi. Le professeur Noah se penche et demande à la professeure Neya si elle concocte une excuse, la faisant subtilement chanter à propos de ses dettes au casino Ginessi. Il enfonce le couteau, lui rappelant que ses brevets sont la seule raison pour laquelle ses créanciers sont patients. Une professeure, Neya désespérée, implore de l'aide, demandant si on va simplement la laisser être emmenée par le département judiciaire. Monsieur Easton s'avance, disant à Tina qu'il croit en son innocence. Au choc de Tina, il déclare que le département judiciaire le prouvera. La professeure Neya s'excuse auprès de Tina et lui demande de suivre les officiers, ce qui fait exploser Tina de colère, exigeant de voir les preuves pour arrêter une noble. Lucia arbore un sourire narquois, présentant une boîte en bois et affirmant qu'ils ont une preuve, une clé que Tina a laissée tomber sur les lieux du crime. Tina tombe dans le piège et crie furieusement que c'est un mensonge, insistant sur le fait qu'elle n'avait pas de clé sur elle la nuit précédente. Lucia, Ada et Noah se tiennent ensemble, riant tandis qu'une Tina minuscule et enragée exige de savoir ce qui est si drôle. Lucia révèle que la clé était un bluff pour forcer Tina à avouer, confirmant que rien n'avait été réellement laissé sur les lieux. L'affaire tant réglée, le professeur Noah annonce que les anciens ont officiellement décidé d'inviter Ada à l'institut de recherche. La professeure Neya annonce officiellement le succès d'Ada et sa demande de brevet, provoquant des murmures choqués à propos de quelqu'un des bidonvilles entrant à l'institut. La professeure déclare que Tina a été disqualifiée et définitivement bannie de l'ancienne société médicale de Saint-Château. Alors que Tina est escorte, les spectateurs murmurent qu'elle l'a mérité pour avoir volé la formule d'Ada et triché. Une Tina furieuse hurle le nom de Lucia, jurant qu'elle ne sera jamais pardonnée, tandis que Lucia pense que l'épreuve est enfin terminée. Le professeur Noah s'approche de Lucia et demande sa récompense maintenant que tout est RE accent aigu GL. Il explique qu'il a attiré ses 3 collègues pour qu'ils l'aident en leur promettant son autographe. Il se penche près de Lucia, chuchotant qu'il ne lui reste qu'une seule copie de son autographe. Alors que ses collègues célèbrent l'obtention de l'autographe de Lady Nina, Noah dit à une Lucia troublée qu'il a une condition supplémentaire qu'il révélera plus tard. La scène se déplace vers un paysage lumineux et verdoyant, tandis qu'une voix annonce « Je suis de retour ». Une petite fille en rose accueille avec enthousiasme une femme aux cheveux blancs nommée Kitty, la saluant de son retour et lui demandant d'aller voir son père, qui n'a pas mangé. Tandis que la femme médite sur la préoccupation de Lord Chias à son égard, la petite fille lui lance un regard suppliant et les yeux embus de larmes. La femme aux cheveux blancs se tient, hésitante, devant une porte close. Un homme aux cheveux sombres apparaît soudainement derrière elle, la surprenant en lui demandant pourquoi elle rôde. Elle bafouille, lui demandant maladroitement s'il a mangé, puis se réprimande intérieurement pour ses paroles tandis qu'il la regarde. Il déclare que son timing est parfait alors qu'il lui prend la main, la laissant perplexe. Dans son bureau, l'homme lui présente un contrat choquant. Devenir son amante pour 1,1 million de pièces d'or par semaine, exigeant qu'elle suive ses instructions et s'engage pleinement dans ce rôle. Tordue par la somme d'argent extraordinaire, elle tient le contrat et se demande ce qui a pu provoquer cela. Il explique, le visage soucieux, que la raison est la venue de sa tante, Lady Nano, au domaine. Au même moment-là, un serviteur annonce l'arrivée de Lady Nano, tandis qu'une femme majestueuse en robe violette et grand chapeau descend d'une calèche. La scène se déplace à la résidence du comte Murphy, où un homme blond en uniforme militaire tousse et demande à quelqu'un nommé Ophélia ce qui ne va pas. Une femme aux cheveux roses, Ophélia, tousse au lit, surprise de voir Votre Altesse sous le regard de sa femme de chambre. L'homme blond lui demande pourquoi elle est là, et elle révèle qu'une servante nommée Ellie lui a parlé de sa maladie, le réprimandant d'avoir essayé de la cacher. Il la serre doucement dans ses bras, lui disant de ne pas s'inquiéter. En pleurs, elle exprime ses craintes concernant les rumeurs du retour du duc et du second prince, s'inquiétant de ce qui arrivera si Lucia les incite contre elle. Il la rassure en lui disant que le séjour de Lucia n'est que temporaire, et qu'il attendra son retour. Il lui dit d'arrêter de pleurer, et s'excuse pour s'occuper de ses affaires. Allongée dans son lit, elle lui dit de prendre soin de lui, alors qu'il quitte la pièce. Résolue à écrire à Lord Easton, elle appelle sa femme de chambre Mina pour qu'elle apporte de la papeterie, juste au moment où une autre femme de chambre arrive avec des médicaments. Elle s'interroge sur le médicament alors que le flacon est soudainement frappé de la main de la servante. La servante se moque, demandant si Lady Ophélia prendrait vraiment des médicaments de quelqu'un comme elle, ce qui pousse Ophélia à s'excuser pour le comportement de la nouvelle servante. Ophélia bannit froidement la servante, déclarant qu'elle ne supporte pas les personnes de basse condition, et la servante accepte silencieusement son renvoi.
Dans un autre grand domaine, une personne invisible s'informe de la santé d'Ophélia, et si elle a pris le médicament sacré. Une servante rapporte un homme portant un cache-œil distinctif qu'Ophélia prend ses médicaments, mais que Lady Tina est souffrante et refuse les siens. L'homme au cache-œil plisse les yeux, demandant ce qui est arrivé à Tina. La servante révèle que Lady Lucia a tendu un piège à Tina, ce qui a conduit à son arrestation par le département judiciaire plusieurs jours auparavant. En entendant ce nom, l'homme au cache-œil ricane. Encore Lucia. Il congédie la servante, décidant qu'il devra enseigner minutieusement les traditions de l'Académie Sainte-Lucia après la fin des vacances de printemps. La servante acquiesce sa décision et prend congé. Il l'arrête pour faire l'éloge des fleurs qu'elle avait mentionnées, souriant alors qu'il promet de les faire préparer à nouveau pour elle à l'avenir. De retour au domaine ducal, une voix prévient urgemment Kitty qu'elle doit se cacher. La femme aux cheveux blancs, tenant une petite fille, s'interroge sur la nécessité de se cacher, alors qu'elle devrait accueillir l'invité. La petite fille explique tristement que l'invite semble ne pas l'aimer, elle et son grand frère. La femme aux cheveux blancs semble troublée, ne sachant comment répondre. S'agenouillant, elle rassure doucement la petite fille, Lilith, en lui disant que personne ne pourrait la détester. Elle promet à Lilith que Lady Nano finira par l'apprécier, et la petite fille lève les yeux avec de l'espoir. Chias salue formellement sa tante, Lady Nano, qui le reconnaît et s'enquiert immédiatement de la fille noble qui a pris ses quartiers là-bas. Lady Nano fait remarquer qu'il a toujours vu les femmes nobles, et demande sans détour si cette nouvelle fille est la raison de sa convocation. Debout à côté de son neveu, une Lady Nano sceptique croise les bras, attendant une explication. Lady Nano énumère les prétendues transgressions de la jeune fille, la blâmant pour la maladie de Lady Mary, et les rumeurs de fréquentation avec des délinquants. Elle interrompt sa tirade pour montrer Chias un dessin sur un parchemin, ce qui attire son regard et la fait halter de surprise. Lady Nano identifie avec enthousiasme le parchemin comme un plan d'arbalète et exige de savoir qui l'a conçu. Elle exige furieusement une présentation, mais Chias lui rappelle calmement de maintenir son maintien noble, surtout devant le concepteur. Chias présente la femme aux cheveux blancs qui se présente comme Lucia Murphy, la fiancée de Chias, et confirme que le plan d'arbalète est son œuvre, choquant Lady Nano. Lady Nano rejette les éloges de Chias comme de l'exagération, pensant en privé que Lucia semble être une femme gentille tout en regardant le plan. Soudain, la stupeur de Lucia, Lady Nano frappe Chias. Lady Nano entre en les larmes, mécontente, disant à Lucia de s'asseoir. Dans le bureau, Lady Nano accuse Chias d'aller jusqu'à l'extrême pour réparer la réputation de la fille des Murphy. Elle exige qu'il lui dise quel ingénieur il a acheté le plan, refusant de le croire, mais il se contente de sourire à son incrédulité. Lady Nano dit sûrement à Chias qu'elle pensait qu'il ne répéterait pas une erreur passée, et révèle qu'elle a écrit au maître de la famille Borgia. Chias coûte sa tante, son expression résolue et inébranlable. Lady Nano déclare qu'elle lui choisira une épouse issue d'une prestigieuse famille noble, estimant que seule une telle personne est digne. Dans un souvenir ou une vision douloureuse, un homme jure de trouver une autre famille pour les enfants, déclarant que personne ne devrait vivre avec lui avant le mariage, ce qui fait pleurer une petite fille. Une main douce se pose sur la tête de la petite fille triste, lui offrant un instant de réconfort. Dans le présent, Chias tient Lilith de manière protectrice, déclarant que personne d'autre que lui n'est apte à être le père d'elle et d'Arthur, alors qu'elle l'appelle doucement. Chias crie que la question n'est pas discutée, son expression et celle de Lady Nano se durcissent dans une confrontation tendue. Alors qu'ils s'éloignent, Chias déclare qu'ils doivent encore déterminer si Lucia a vraiment conçu le plan de l'arbalète. Lady Nano ricane, suggérant d'attendre la conclusion de la conférence académique, et se demande si Lucia est même autorisée à y participer. Elle exprime son dégoût à l'idée de voir Lucia dans un tel cadre de haute société, alors que des images d'érudits dans divers domaines divination, études médicales et armements apparaissent. Furieuse, Lady Nano avertit Chias que ses actions ne lui apporteront que la honte. Lui tournant le dos, Chias déclare calmement que la vérité sur la honte sera claire dès demain. Ailleurs, une Lilith bouleverse surprend la conversation et conclut en larmes que Lady Nano doit vraiment ne pas l'aimer. S'agenouillant, Lucia essuie doucement les larmes de Lilith, lui conseillant de s'aimer elle-même sans se soucier de ce que pensent les autres. Lucia serre la petite fille dans ses bras, lui disant d'offrir de la gentillesse avant de s'attendre à ce que les autres l'apprécient, et Lilith est d'accord. Lilith, remplie d'une nouvelle détermination, déclare qu'elle n'abandonnera pas et préparera du thé à Lady Nano, à la grande surprise de Lucia. Chias observe de loin Lucia encourager Lilith, la qualifiant de la fille la plus charmante du manoir. Plus tard cette nuit-là, une servante présente du thé à Lady Nano, expliquant qu'il s'agit d'une infusion spéciale du jardin, envoyée par Mademoiselle Lilith.
Après un silence tendu de Lady Nano, la servante nerveuse demande si elle doit emporter le thé. Lady Nano ordonne à la servante de laisser le thé, pensant que la fille a du cran avant de décider qu'elle va le goûter. La servante observant avec anxiété, Lady Nano porte la tasse à ses lèvres et prend une gorgée, pensive. Un léger sourire apparaît sur son visage alors qu'elle remarque que cela la fait attendre la conférence de demain avec encore plus d'impatience. Le lendemain, la conférence académique, Lucia pense que c'est la première fois qu'elle y assiste pour autre chose qu'un jeu. Marchant avec 2 mystérieux compagnons, Lucia s'inquiète intérieurement que ses alliés, qui ont veillé 2 nuits pour cette mission, n'aient aucune idée de ce qui est sur le point de se produire. Lucia s'approche de Lady Nano par derrière et lui demande poliment de s'écarter. Lorsque Lady Nano l'ignore, Lucia réalise qu'elle ne veut pas être vue avec elle et décide d'entrer la conférence avec confiance, seule. Un homme arrête brusquement Lucia, criant « halte » et l'accusant d'être une bonne à rien essayant de s'incruster à la fête avant de lui ordonner de partir. L'homme ricane que des gens comme elle ternissent la conférence et ne sont que des fous prétentieux essayant de se mêler aux puissants, tandis que Lucia pense qu'il aurait dû la laisser entrer discrètement. Flanqué de gardes, l'homme menace Lucia, lui disant de partir immédiatement si elle tient à sa vie, mais elle le regarde fixement, imperturbable. Soudain, 3 hommes à l'allure distinguée passent en trombe, criant dégagés et surprenant à la fois le garde et Lucia. Les 3 hommes entourent Lucia avec des expressions ravies, lui demandant si elle est aussi une participante à la conférence. Le garde qui a tenté de lui barrer le chemin observe avec une confusion totale, tandis qu'un des hommes commence à parler. Repoussant le garde, l'un des hommes révèle furieusement que Lucia est la dernière disciple de la grande Lady Nina et est même qualifiée pour être juge, puis ordonne au garde de saisir les hommes insolents. Les 3 hommes s'inclinent alors profondément, offrant Lucia leurs plus sincères excuses alors qu'ils l'escortent devant les gardes stupéfaits. De loin, Lady Nano observe tout l'échange avec une expression sévère et calculatrice. Lucia réfléchit au tournant des événements, se disant que Chias lui réservait certainement beaucoup de surprises. Les spectateurs chuchotent sous le choc, se demandant qui est cette jeune fille pour commander un tel respect de la part des anciens de l'Institut de recherche médicale ancienne. Submergée par les gens qui s'occupent d'elle avec des offres de gâteaux et de thé, Lucia décline poliment et se demande où Lady Nano est passée. Un vieil homme à la barbe blanche s'approche, demandant si elle est bien la disciple de Lady Nina, et une Lucia troublée le confirme. L'homme tombe à genoux et l'implore dramatiquement de l'aider, laissant Lucia complètement stupéfaite. Il offre toute la fortune de sa famille comme acompte, présentant une magnifique collection de bijoux et un rare cœur de corail, ce qui provoque des halètements dans la foule. Dans la foule, Lady Nano observe avec dédain, se demandant qui offrirait un tel trésor à Lucia, une fille des bas-fonds. Une voix dans la foule identifie l'homme comme le patriarche de la famille Borgia. Lucia est surprise d'apprendre que l'homme est un Borgia, tandis qu'une autre personne remarque que seule une famille avec une richesse rivalisant une nation pourrait faire une telle offre. De retour à l'étude du duc, un majordome rapporte à un homme aux cheveux gris que le patriarche Borgia s'est agenouillé devant Lucia. L'homme contemple la nouvelle, réalisant que cela complique le plan de Lady Nano d'arranger un mariage entre Lord Chias et une fille Borgia. Il exprime un sentiment troublant concernant la situation, incertain si Lucia est équipée pour gérer un enchevêtrement politique aussi complexe.